dites-moi un horaire. Ah, vous avez maths de 9 à 10. Et voilà, donc moi je vous propose par exemple midi 13h30. Je ne sais pas hein, si ça peut vous aller. Ok. Alors revenons à notre cher Robert Blanchet. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait un passage. 13 le mardi, c'est quoi ça? C'est maths. Le cours de philo, c'est 1h30. Hein. D'accord, c'est les maths. Bon, eh bien, on va retrouver un horaire au début de la classe, d'accord. Donc, vous venez de finir maths, là, ok. Donc, 13, 14, 30, ça va plus, on va voir. Sinon, on fait, comme proposé Aurélie, 2 heures le lundi. Et sinon, on reprend les horaires habituels on se cale sur les horaires habituels de la philo. Ah oui, vous savez pas si ce sera permanent ou exceptionnel. Bon, je comprends tout à fait. On en reparle plus tard, on démarre le cours. Alors, il manque une phrase là qui va apparaître, qui est dans les pages. On va prendre la page 12, d'accord? On va pas reprendre l'intégralité, mais c'est juste un passage à la fin de la page. Ainsi que pour démontrer sa 29e proposition, il lui faut admettre que par un point d'une droite ne passe qu'une seule parallèle à cette droite. C'est le postulat des parallèles. Merci Alexandre, ça commence, ça tombe très bien. La symétrie apparente entre la proposition énonçant que par un point passe au moins une parallèle, proposition qui est établie par une démonstration, théorème d'existence, et celle qui énonce qu'il en passe une au plus, postulat d'unicité, rendait plus scandaleuse encore la dissymétrie des justifications. Le postulat des parallèles survenait ainsi comme un maillon étranger au système, comme un expédient destiné à combler une lacune dans l'enchaînement logique. Bon, alors c'est ça qui manquait, donc je vous l'envoie, je vais demander à Alexandre, bonjour Alexandre, d'envoyer la page suite. Donc c'est un petit morceau qui a, je ne sais pas pourquoi ça a été enlevé. Nous, on avait repris à partir de les savants alexandrins et modernes, etc. Alors, je vous l'envoie tout de suite. C'est parti. Alors, la phrase comme ça, elle est pas compréhensible, hein, on est d'accord. Donc, on la reprend. Vous allez la voir apparaître sous vos yeux bientôt. J'imagine dans la partie questions-cours et dans la partie polycopier du cours. Bonjour Églantine, ravie de vous retrouver. Donc voilà, ça a fonctionné in extremis pour les codes, c'est parfait. Alors, je répète, la symétrie apparente entre la proposition énonçant que par un point passe au moins une parallèle, proposition qui est établie par une démonstration, théorème d'existence, et celle qui énonce qu'il en passe une au plus, postulat d'unicité, rendait plus scandaleuse encore la dissymétrie des justifications. Cette phrase-là qu'on explique, pour l'instant, elle est incompréhensible. Hein. Il va falloir qu'on décortique tout ça. Voilà, vous l'avez ici. Donc déjà, ça va rendre la chose beaucoup plus simple. Voilà, je remercie beaucoup Alexandre. Donc symétrie apparente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, on a presque le même... Enfin, symétrie veut dire ressemblance, en fait, ici. Et ça veut dire qu'on a presque la même phrase pour dire deux choses pourtant tout à fait différentes. Donc par symétrie, il faut que vous entendiez une au plus et une et plus. Vous avez compris que une au plus, c'est donc un postulat d'unicité, c'est le fameux postulat des parallèles, c'est-à-dire que Euclide va nous dire, on postule qu'il n'y en a qu'une et une seule, on est d'accord. Et en revanche, une et plus, vous savez, ça peut être établi par une démonstration, justement parce qu'il y a eu un échec d'une démonstration par l'absurde. Vous savez qu'on a pris le contraire, on peut tracer une droite et plus, c'est-à-dire une infinité. En fait, on n'a aucune absurdité, donc finalement, on a bel et bien une démonstration. Donc c'est pour ça que, en fait, cette symétrie apparente, une au plus, une et plus, vous voyez, au niveau du langage, rend plus scandaleuse encore la dissymétrie des justifications, c'est-à-dire le fait que ces deux énoncés sont justifiés d'une manière tout à fait différente, dans un cas par le recours à l'évidence intuitive, dans l'autre à partir d'une démonstration, d'où l'idée de théorème, vous comprenez? Normalement, ça devrait être limpide là. Hein. Donc si vous voulez, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Blanchet? Il est en train de parler d'une sorte d'écart, on peut parler de hiatus aussi, de décalage entre la langue française qui va beaucoup rapprocher les deux phrases, une au plus, une et plus, c'est presque pareil. Et puis le langage mathématique, lui, enfin les mathématiques en tant que telles, elles nous parlent de modes d'accès à ces deux choses qui sont tout à fait différents. Dans un cas, l'évidence intuitive, le postulat. S'il vous plaît, mettez votre micro sur mute, on vous entend. Donc, le postulat, et de l'autre, la démonstration. Si qui que ce soit n'a pas compris quoi que ce soit, note dans la partie question court. Je répète, la symétrie apparente entre la proposition énonçant que par un point passe au moins une parallèle, position qui est établie par une démonstration, théorème d'existence,
celle qui énonce qu'il en passe une au plus, postulat d'unicité, rendez plus scandaleuse encore la dissymétrie des justifications. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est dans vos notes. Donc, je ne sais pas aujourd'hui si c'est Benoît ou Aurélie qui est notre plume, mais dites-moi, hein, mais dans vos notes, en fait, il faut absolument noter qu'on a d'un côté un postulat d'unicité, donc une seule parallèle, et de l'autre un théorème d'existence. Merci beaucoup, Aurélie. Donc, le postulat des parallèles survenait ainsi comme un maillon étranger au système. Donc ça, on l'avait vu, hein, mais c'est juste la petite phrase d'avant, je ne sais pas pourquoi, elle a été ôtée. Je me demande, je pense qu'elle a été enlevée parce qu'elle était peut-être un petit peu plus difficile. Alors, n'hésitez pas, hein, s'il y a quelque chose de pas clair, qu'une question sera considérée comme une mauvaise question. Eh bien, alors, ça y est, je vois que vous nous avez rejoints, donc vous êtes enfin une classe. C'est parti, donc on en était, vous vous rappelez, on en était à la page, donc on avait fait ça, je ne me souviens plus exactement où on s'était arrêté, il me semble que c'était la page 14. Donc, parce qu'il y avait le texte là qu'on avait fait, oui, c'est ça. Donc, l'idée ainsi apparue à l'occasion de la théorie des parallèles, donc page 14, hein, vous voyez où c'est, dans la partie question cours, c'était en fait la dernière page, celle qui apparaissait en dernier. Donc l'idée ainsi apparue à l'occasion de la théorie des parallèles doit naturellement s'étendre à l'ensemble des postulats. Vous vous rappelez ? Donc l'idée consistant à voir cette naissance de l'axiomatique. On voit alors se dissocier les deux aspects de la vérité géométrique, jusque-là intimement liés dans une unité étonnante. Alors il faut qu'on reprenne juste le passage avant. Vous vous rappelez que l'expérience à notre échelle vérifie l'une et l'une seulement de ces trois propositions. Cela ne concerne que l'utilisation pratique de la science, non la science pure et désintéressée. L'idée ainsi apparue à l'occasion de la théorie des parallèles doit naturellement s'étendre à l'ensemble des postulats. On voit alors se dissocier les deux aspects de la vérité géométrique, jusque-là intimement liés, intimement mêlés, dans une union étonnante. Le théorème de géométrie était à la fois un renseignement sur les choses et une construction de l'esprit, une loi de physique et une pièce d'un système logique, une vérité de fait et une vérité de raison. Ça, on l'avait expliqué. Je vous avais dit donc variation du vocabulaire, David Hume, la différence entre vérité de fait et vérité de raison. On avait repris Bachelard qui nous parlait de réalisme et de rationalisme, vous vous rappelez. Donc, finalement, une théorie de géométrie renvoie à notre esprit et aux choses. Ces couples paradoxaux, la géométrie théorique, laisse maintenant décidément tomber le premier élément qu'elle renvoie, les géométries appliquées. D'accord ? Elle va finalement s'intéresser uniquement à notre esprit. Et c'est pour ça qu'on avait dit toute connaissance peut être en fait une introspection. L'axiomatique, finalement, c'est une manière de voir les mathématiques comme une façon de pénétrer nos esprits. Il n'y a plus pour les théorèmes de vérité séparée et pour ainsi dire atomique. C'est-à-dire que la vérité n'est plus correspondance mais cohérence, vous vous rappelez. Leur vérité, c'est seulement leur intégration au système. Et c'est pourquoi des théorèmes incompatibles entre eux peuvent également être vrais, pourvu qu'on les rapporte à des systèmes différents. Voilà, donc vous voyez, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici ? Il est en train de dire on peut avoir plusieurs axiomatiques. D'accord ? Au système eux-mêmes, système, c'est un équivalent d'axiomatique. Il n'est plus question pour eux de vérité ou de fausseté, sinon au sens logique de la cohérence ou de la contradiction interne. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on abandonne l'idée que les mathématiques doivent se soucier de la correspondance, comme c'est pourtant le cas en physique, par exemple. On attend des théories physiques qu'elles décrivent la matière, qu'elles décrivent la réalité. Voilà, il est question juste d'absence de contradiction, de cohérence. Les principes qui les commandent sont de simples hypothèses, donc c'est en fait la base du raisonnement. On pourrait appeler ça l'antécédent, vous vous rappelez, antécédent, conséquence, et les prémices. Mais en tout cas, voilà, on ne se prononce pas sur le degré de véracité de ces bases de départ. Vous vous rappelez, Aristote avait fait 3 catégories. Si les prémices étaient vraies, on a affaire à un syllogisme démonstratif. Si les prémices étaient probables, on a affaire à un syllogisme dialectique. Si les prémices étaient considérées comme fausses, on a affaire à un syllogisme rhétorique ou sophistique. Mais on avait dit que cette catégorisation était peut-être intéressante, mais elle n'est pas pertinente de façon absolue, puisque comment s'assurer effectivement de la vérité des prémices. Donc là, vous voyez que d'une certaine manière, ce qui est très intéressant avec l'axiomatique, c'est qu'on résout le problème en fait. C'est-à-dire qu'on dit, c'est pas la question de la vérité ou de la fausseté des prémices, c'est on prend ça comme prémisse et on construit quelque chose à partir de là. C'est pour ça qu'on avait dit, finalement, les mathématiques redeviennent un jeu de l'esprit. Voilà. Vous savez qu'au XVIIe siècle, il y avait beaucoup de joutes intellectuelles, enfin XVIIe siècle, XVIIIe siècle, on retrouve ça chez Beaumarchais, on trouve ça chez
chez Shakespeare. Bon, bah là, c'est un peu cette idée-là. C'est pas le combat de l'esprit avec lui-même, mais il y a un petit peu quand même de ça. Donc, les principes qui les commandent sont de simples hypothèses dans l'acception mathématique de ce terme. Alors, V3 philo, acception, ça veut dire nuance de sens. D'accord ? Dans la compréhension mathématique de ce terme, c'est-à-dire la compréhension étymologique en fait. Hypothèse, ça veut dire ce qui est posé, mais ce qui n'est pas affirmé. Vous voyez, il y a un sens très précis ici, qui est le sens mathématique. On parlera donc de l'acception mathématique, ok ? N'hésitez pas, hein, je vous répète, s'il y a une quelconque question, on la reprend, je la retravaille, on va s'arrêter page après page aussi pour faire un petit compte rendu. Voilà. Donc, ils sont donc posés et non affirmés, non pas douteux comme les conjectures du physicien, situés par-delà le vrai et le faux. Alors ça, c'est extrêmement important. C'est un peu subtil, mais extrêmement important. Ce qui fait la différence entre une conjecture du physicien et une hypothèse mathématique, conjecture, c'est on a des doutes, on n'est pas sûr, mais on attend d'être sûr. On attend que cette conjecture devienne une théorie. Donc on reste toujours complètement soumis à la question du vrai et du faux. Ça reste une obsession, si vous voulez. Alors que on parle de l'hypothèse au sens de l'axiomatique, au sens mathématique et au sens de base de départ d'une axiomatique, eh bien ici, on est par-delà vrai et faux. Alors, est-ce qu'il faut lire ici une allusion subtile à Par-delà bien et mal, cet ouvrage de Nietzsche ? Vous vous rappelez, chez Nietzsche, c'est l'art qui est par-delà bien et mal, c'est la création artistique. Bon, il y a peut-être une petite allusion. Ici, voilà, vous voyez, on est par-delà le vrai et le faux. Parce que c'est pas la question en fait, c'est la question de quel édifice on va pouvoir construire, quelle axiomatique on va pouvoir construire, quel édifice cohérent, voilà. Donc c'est ça le jeu du mathématicien, il a une règle, c'est il ne doit pas y avoir de contradiction, il doit fonctionner. Vous vous rappelez, c'est né d'un échec, c'est né de l'échec de la démonstration par l'absurde du postulat des parallèles. En fait, c'était la première axiomatique, si vous voulez. C'est pour ça que c'est un moment fort dans l'histoire des mathématiques, c'est que c'est la première fois où on prend une base de départ qui est complètement par-delà le vrai et le faux. À un point donné extérieur à une droite donnée, on peut tracer une infinité de droites parallèles cette droite, voilà. C'est ni vrai ni faux. Enfin, c'est tellement faux que c'est par-delà vrai et faux, en fait. Et, enfin, faux par rapport à notre critère de la correspondance. Et comme ça fonctionne, comme il n'y a pas de contradiction, bah, on va se dire, bah, tiens, on va appeler ça une axiomatique, et puis, bah, en fait, on va pousser une nouvelle branche des mathématiques qui va naître. C'est la naissance d'une métamathématique, enfin d'une mathématique au sein des mathématiques, vous comprenez ? Bon, alors du coup, vous avez compris la différence entre conjecture physique et hypothèse mathématique, d'accord ? Hypothèse mathématique, notez-le bien, ça c'est votre prise de notes, hein. Hypothèse mathématique, on a Aurélie qui fait ça pour nous, mais ça ne nous dédouane pas de prendre quand même quelques petites notes qui aident, qui soutiennent les apprentissages. Donc, on était en train de dire, la prise de notes, c'est l'hypothèse mathématique dans le cadre de l'axiomatique et par-delà le vrai et le faux. On a compris ça ? Donc, c'est une décision, c'est une convention. Vous voyez, là, il va donner du vocabulaire. Donc, la vérité mathématique prend ainsi un caractère global. C'est d'une vaste implication. C'est les fameuses longues chaînes de raison de Descartes. D'où l'idée d'absence de contradiction. C'est des enchaînements logiques, des chaînes de déduction, transfert de vérité d'un maillon à un autre. Vous voyez, on peut aussi le dire comme ça. On est toujours on peut aussi parler de ce passage permanent de l'antécédent au conséquent, d'accord ? Et la conséquence doit apparaître, enfin le conséquent plutôt, doit apparaître comme nécessaire, c'est-à-dire il ne peut pas ne pas être. Et on le rappelle, c'est des rappels de ce grand 1 qui avait joué le rôle d'introduction. La conclusion est contraignante. Enfin, le passage d'un maillon à un autre est contraignant. Dans cette vaste implication, enfin implication veut dire vous ne pouvez pas ne pas reconnaître la nécessité du passage au maillon suivant. D'accord ? Et donc, contrairement à l'interprétation où on avait dit, et je vous le rappelle, et on se berce avec cette phrase, parce que ça doit devenir vraiment une phrase très accessible, au contraire, au sein de l'interprétation, le conflit des interprétations semble consubstantiel à l'interprétation elle-même. Donc, on n'est pas dans cette question de l'implication avec l'interprétation. C'est vraiment un terme lié à la démonstration. La vérité mathématique prend un caractère global, c'est celle d'une vaste implication où la conjonction de tous les principes constitue l'antécédent. Ah bah j'avais même pas exprès de vous donner ces termes, mais ce sont des termes aristotéliciens, hein, d'accord ? Donc Blanchet, en fait, il faut vous dire, peut-être qu'on peut le considérer comme un génie, peut-être, mais en tout cas, c'est un génie qui s'inspire d'autres antécédents. Conséquent, c'est vraiment des termes qu'on retrouve chez Aristote.
Je ne veux pas dévaloriser son ouvrage, absolument pas. C'est juste pour vous montrer comment fonctionne un petit peu la philosophie, où à chaque fois, bah, on pioche à droite, à gauche, et c'est ça qui donne ce sentiment de grande richesse aussi au sein d'une page. C'est tout ce qu'on pourrait, je ne sais pas si on peut appeler ça un eureka collectif, pas vraiment, mais une amitié philosophique, appelons-le comme vous voulez. Donc l'antécédent est celle de tous les théorèmes, le conséquent. La conjonction de tous les principes constitue l'antécédent et celle de tous les théorèmes, le conséquent. Bah oui, parce que le théorème, c'est ce qu'on en a déduit, l'hypothèse donc qu'on a posée au départ. Le théorème a été déduit. Voilà. Alors, dans l'interprétation traditionnelle, la démonstration mathématique était catégorique et apodictique. Alors là, c'est pareil, mon rôle, en fait, là où je peux vous aider, c'est dans l'accès au vocabulaire. Donc déjà, mon premier rôle ici, c'est de vous dire que ce terme, il est kantien. Apodictique, un terme qu'on retrouve sous la plume de Kant. Il va distinguer, en fait, deux types de vérités. On l'avait vu dans le cours sur la vérité, vous vous rappelez. Alors, ce sont les vérités assertoriques. Type, si je dis Napoléon est mort à Sainte-Hélène, c'est une vérité assertorique, c'est-à-dire c'est une assertion, une affirmation, voilà, finalement contingente en fait. Une vérité apodictique, c'est une vérité nécessaire, une vérité qui ne peut pas ne pas être. Donc, la démonstration mathématique, l'interprétation traditionnelle, elle était catégorique et nécessaire, remplacée apodictique par nécessaire. Elle disait, ce principe étant vrai absolument, la proposition que j'en déduis est donc vraie aussi. Vous voyez, c'est le caractère, ça ne peut pas être. Pardon, c'est le caractère de nécessité qui apparaît. Ok. Alors, du coup, Aristote l'a appelé le syllogisme du nécessaire. Vous voyez, c'est noté ici. Donc là, la référence à Aristote, elle est explicite. D'accord. Alors, au préalable, elle était juste implicite. Elle était accessible à ceux qui avaient déjà lu Aristote. Maintenant, elle va être explicite. Alors, apparemment, vous êtes en train d'écrire. Il y a une remarque de Raphaël, que je lirai tout à l'heure. Donc, vous avez compris, Aristote l'appelait le syllogisme du nécessaire. Donc maintenant, elle dit seulement ceci. On pose arbitrairement, donc on n'est plus dans la nécessité, mais dans la contingence de arbitraire, ce qui peut ne pas être, ce qui peut être autrement. On pose arbitrairement tel ensemble de principes, donc ce qu'on appelle les hypothèses, dans le cadre de l'axiomatique. Voici les conséquences qui formellement en résultent. Donc vous vous rappelez, on avait dit, avec la naissance de l'axiomatique, les mathématiques deviennent un formalisme, c'est-à-dire qu'on s'intéresse rapport des propositions entre elles bien plus qu'au contenu atomique, vérité des propositions en elles-mêmes. Ce qui va nous intéresser, ce sont les rapports des propositions entre elles. Et lorsque ce qui intéresse, c'est les rapports des propositions entre elles, on parlera de formalisme. Vous avez compris ? Voici les conséquences qui formellement en résultent. La nécessité, ne réside plus que dans le lien logique qui unit les propositions. Elle s'est retirée des propositions elles-mêmes. Voilà. C'est-à-dire que c'est très cohérent, c'est que comme on a abandonné l'idée de correspondance, eh bien, on ne peut plus parler de vérité au sein des propositions, ça n'a plus vraiment de sens. Et dès lors que la vérité devient l'absence de contradiction, il faut qu'on pense un rapport, vous comprenez ? C'est de la logique à l'état pur. Voilà, alors du coup, la mathématique, on peut aussi dire la mathématique, c'est rare, mais ça existe. Classiquement, on dit les mathématiques, parce qu'il y a déjà beaucoup de branches, on le voit, en témoigne ce livre lui-même, c'est-à-dire la naissance de l'axiomatique. Donc, la mathématique est devenue, selon le mot de Pierry, un système hypothético-déductif. Formalisme égale système hypothético-déductif, c'est-à-dire chaîne de raison, c'est-à-dire maillage, concaténation, rapport des propositions entre elles. Voilà. Et vous avez tout ce vocabulaire. Là, on est dans la LV3 philo. Alors, on a fini le deuxième paragraphe. Donc, vous avez la page 15. On pourra la faire. Elle est, je vais vous dire, juste avant. Donc, elle est juste avant la page 14. Je vais la retrouver. Alors, donc, Raphaël, on a des logiciens qui ont montré qu'il ne serait jamais possible, partant du nombre d'axiomes que l'on veut, de tout démontrer. Oui, évidemment. Problème d'incomplétude, Gödel. Il y aura toujours de l'incertitude. Oui. Donc, certaines choses ne sont des vérités nécessaires que par un point de vue. Donc, vous trouvez ça perturbant. C'est pour ça, finalement, que l'axiomatique est intéressante. C'est que à partir de là, si vous voulez, on n'est pas... Enfin, tout se passe comme si la démonstration se détachait de la question de la vérité. D'accord ? Parce qu'en effet, ce dont vous parlez, vous mentionnez l'idée
on peut peut-être démontrer des choses, enfin de vous mentionner en fait l'absence d'adéquation parfaite entre la démonstration et la vérité. Bon, ben justement, vous êtes au cœur du sujet, parce qu'en fait, avec l'axiomatique, voilà, c'est ça, c'est le théorème, j'ai dit quoi? C'est le théorème d'incomplétude de Gödel. Donc, en gros, avec ça, avec ce livre, avec l'axiomatique, finalement, on n'est plus dans le problème qui est mentionné par le théorème d'incomplétude de Gödel, puisqu'on va complètement crocher la question de la démonstration des questions liées à la vérité. Un peu comme le fait un manuel de philo, d'ailleurs. Vous n'avez pas un cours sur la démonstration qui serait lié à un cours sur la vérité. On peut se dire que la présentation du manuel témoigne finalement peut-être aussi, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux ce que je veux dire là, mais témoigne peut-être un peu aussi de cette manière, en mathématiques, en tout cas avec l'axiomatique, d'avoir décroché la démonstration de la vérité. Il y a un parallélisme, vous voyez, qu'on peut faire. Voilà, donc les vérités apodictiques sont soumises au choix humain. Là, étant donné qu'on est dans quelque chose de l'ordre d'un formalisme, ça prend encore un autre sens. D'accord? Parce que moi, je vous dis bien, lisez la page 14, relisez-la, Raphaël. Dans l'interprétation traditionnelle, c'est-à-dire avant l'axiomatique. La démonstration mathématique était catégorique et apodictique. Sous-entendu, maintenant, elle n'est plus apodictique. D'accord? Donc justement, c'est ça l'intérêt. Et peut-être, alors vous vous rappelez hier de ce qu'on a dit, c'était un point essentiel. Et méditez ça, là c'est de l'ordre de la méditation. C'est-à-dire que on avait dit en fait, peut-être que toute connaissance, déjà toute connaissance était peut-être une introspection, et peut-être qu'aussi toute connaissance produite par les sciences méritait elle aussi d'être pensée et de nourrir la réflexion philosophique. Mais je me dis en fait que, d'emblée, si vous voulez, quelque chose comme ça, je ne sais pas trop quelle est la poule ou l'œuf. Est-ce que c'est la philosophie? Est-ce que c'est un doute permanent qui amène justement à produire des mathématiques où le doute en fait est au cœur du raisonnement, enfin tellement au cœur qu'on est par-delà le vrai et le faux, comme on l'a dit. Ou bien est-ce qu'au contraire, donc ces découvertes mathématiques vont générer des philosophies? Je ne sais pas, je vous l'ai déjà dit, Einstein, il expliquait qu'il n'aurait jamais été en mesure de faire les découvertes qu'il a faites. Il n'avait pas lu les philosophes. Autre chose intéressante, il racontait que ses idées, une petite anecdote, hein, mais il disait qu'il avait des idées de façon très rare, et il disait aussi qu'il était très lent. Que, en fait, son génie était dû à une espèce de retard. On sait que le cerveau humain met une vingtaine d'années enfin énormément de temps à être mature. Parfois on cite le chiffre de 20 ans, mais il y a différents chiffres qui circulent. Vous voyez, en fait, c'est intéressant tout ça. Hein, bon. Alors, c'était une petite parenthèse. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Voilà. Alors, merci pour vos références et pour ce fameux théorème d'incomplétude dont vous avez parlé. Alors, on va passer à la page 15. D'accord ? En fait, on en reparlera du théorème d'incomplétude, mais il y en a deux. Ça a été publié, ça date des années 30, d'accord ? Ça a été publié c'était un article à la base. Et je vous ai dit, donc on va en reparler. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc, reprenons la page 15. Il y a d'autres questions ou pas ? Donc là, moi, vos questions, elles me montrent que apparemment vous avez compris. Mais s'il y a des choses qui ne sont pas claires, il faut qu'on les reprenne. Donc, je vous ai déjà dit, n'hésitez pas. Ça veut dire que s'il n'y a pas de questions, hein, ça veut dire que c'est bon pour tout le monde. Ouais. Vous pouvez reposer des questions plus tard, hein, c'est pas un problème. On lit au fur et à mesure. Alors, vous reprenez la page 15, donc elle est dans la partie questions courtes et dans la partie polycopier, vous faites comme vous voulez. Donc, on reprend à partir du paragraphe 3. Pour tout le monde ? Ok. Alors, donc les figures. Alors, chez Euclide, le postulat des parallèles faisait à l'intuition spatiale un appel explicite. Qui faisait appel à l'intuition spatiale, ben c'est évident. Intuition spatiale, au sens, ça veut dire, ça peut être remplacé par ce qu'on peut tracer sur un tableau. Ça peut aussi être remplacé par évidence intuitive. Donc, un appel explicite, mais apparemment exceptionnel. C'est-à-dire qu'il n'aimait pas trop faire ça. Et la plupart du temps, vous avez des démonstrations. En gros, c'est l'idée, bon, apparemment, là, il ne pouvait pas faire autrement. C'est pour ça que Blanchet, vous vous rappelez, juste avant, dans les pages précédentes, il avait dit les lecteurs d'Euclide a mis de la rigueur. Bon, vous voyez, ça leur semble pas très rigoureux, finalement. Et je vous rappelle une remarque importante aussi d'Aristote, ici, à ce sujet, qui consistait à dire que quand bien même, là aussi où on voit toute l'essence de la démonstration, quand bien même on arriverait à voir de façon lisible que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, on en chercherait encore une démonstration. Vous voyez, il y a vraiment l'idée que la démonstration, elle ne fait pas appel à l'expérience, elle ne fait pas appel
à ce qu'on peut percevoir. Et donc, c'est pour ça, peut-être ça dérange un peu Euclide ici de faire appel à l'intuition spatiale, à ce qu'on peut percevoir, puisque précisément les mathématiques représentent le terrain d'exercice privilégié. La démonstration se rattache aux mathématiques de façon privilégiée, voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Et la démonstration elle-même n'emprunte rien à l'expérience. Donc, vous voyez, c'est peut-être pour ça un peu de mal à faire appel à l'intuition spatiale. Mais bon, là, il est obligé. Donc, ça reste exceptionnel. Donc, ça, notez-le, prenez-le bien en note pour bien comprendre que ce n'est pas quelque chose de courant dans les éléments de géométrie. Est-ce que le son va bien? Parce que hier, apparemment, ce n'était pas extraordinaire. Je ne sais pas trop de quoi ça dépend. Ça va? Ouais, super. Là, j'essaie de me mettre, je ne suis pas très loin de ma box et je suis très, très près de l'ordinateur. Alors, donc, ce que je voulais vous dire. Donc, en réalité, c'est tout au long des démonstrations qu'elle est invoquée. Donc, je reprends. Chez Euclide, le postulat des parallèles faisait à l'intuition spatiale un appel explicite, apparemment exceptionnel. En réalité, c'est tout au long des démonstrations qu'elle est invoquée. Et Poincaré pouvait justement dire que dans cette vaste construction où les anciens ne trouvaient aucun défaut logique, toutes les pièces sont dues à l'intuition. Étant donné que finalement, il fait un appel qui n'est qu'apparemment exceptionnel, puisque finalement, elle va être utilisée partout, en fait. Elle n'arrive qu'une fois, mais cette unique fois va être utilisée dans beaucoup de démonstrations. Donc, toutes les pièces sont dues à l'intuition, c'est ce que souligne Poincaré. Et vous vous rappelez, on avait aussi cité Einstein. Einstein qui nous dit « plus vous avancez en sciences et plus vous ferez appel à l'intuition ». Finalement, tout se passe comme si l'intuition apparaissait comme même titre que l'induction, c'est-à-dire la capacité de passer de cas particuliers à une loi générale. L'intuition faisait partie du régime classique de la science. C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'il y a une part d'intuition. Okay, et je vous le rappelle, l'intuition chez Descartes, elle est intellectuelle et chez Pascal, elle est sensible. En un sens, donc, c'est tout au long des démonstrations qu'elle est invoquée et Poincaré pouvait justement dire que dans cette vaste construction où les anciens ne trouvaient aucun défaut logique, ils étaient admiratifs en fait de ces systèmes mathématiques. Admiratif finalement des Grecs qui avaient été à l'origine de tout ça. Donc toutes les pièces sont dues à l'intuition. En un sens, rien n'était cependant plus manifeste. Les figures elles-mêmes le déclarent. Donc c'est tout à fait manifeste. Même pas l'intuition, c'est la perception en fait. C'est ça qu'il veut dire ici. C'est quelque chose de l'ordre de la perception, d'accord ? Mais le texte ne le dit point expressément. Il laisse croire que les figures ne sont là que comme de simples auxiliaires du raisonnement, double en quelque sorte la démonstration logique par une illustration sensible, sans lui être indispensable. Il n'en est rien. Exprimer la figure, tracée ou imaginée, et la démonstration s'écroule. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, il y avait un certain flou artistique là-dessus, mais la figure est nécessaire. Finalement, on parle moins d'intuition que de perception directement. Et donc, on n'a pas quelque chose qui double. Vous avez compris, hein. Bon, donc, finalement, tout se passe comme si, contrairement à ce qu'Aristote avait énoncé, la démonstration empruntait quelque chose à l'expérience. Et ça, c'est un peu problématique. Donc, c'est pour ça que là aussi, on sent qu'il a lu Aristote, qui est le père de la démonstration, hein, rappelez-vous bien. Et du coup, en fait, voilà, ça emprunte quelque chose à l'expérience. Non pas plus loin que la première proposition d'Euclide, qui est un problème. Construire un triangle équilatéral sur un segment de droite donné AB. On décrit deux cercles de rayon AB, l'un de A comme centre, l'autre de B. Le point d'intersection M, dont la distance à A ou AB est celle du rayon AB, sera le troisième sommet cherché. Mais pour qui ne voit pas ou ne se représente pas mentalement la figure, la démonstration est déficiente. Comment sait-on que les deux cercles se coupent ? L'existence du point M a été montrée, non démontrée. Alors, je vais attirer votre attention sur plusieurs choses ici. Déjà, en effet, on ne le trace pas. Si on le trace, ça devient extrêmement facile. Donc, vous voyez, c'est une espèce d'illustration de ce qu'il venait nous dire, que la figure, elle est nécessaire. Ce n'est pas juste une manière de doubler par l'image quelque chose. Donc, je ne sais pas si vous avez pu écouter l'émission dont je vous ai parlé, Le cerveau des philosophes, et Cynthia Fleury, qui est d'ailleurs par ailleurs psychanalyste et philosophe, elle parlait en fait de pays où l'accès à la vérité était plus conçu justement à partir de l'imaginaire. Donc vous voyez ici, la capacité à imaginer, c'est aussi ça l'imaginaire, pas seulement, mais vous voyez que là, soit on a la figure sous les yeux, soit on peut aussi l'imaginer, en tout cas l'image semble absolument nécessaire. Donc, c'est une manière de dire que, elle ne double pas, elle n'est pas juste le corrélat, le double qui est tracé du raisonnement intellectuel. Donc,
Voilà, et donc ce que nous dit en fait Blanchet, qu'est-ce qu'il fait ici? Il critique un peu les éléments de géométrie d'Euclide, qui longtemps sont passés pour un modèle insurpassable, vraiment conçu comme parfait, et puis bon, finalement, il y a des failles. Bon, alors ça a été montré, non démontré. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'étymologie même de la démonstration, rappeler démonstration, ça veut dire, étymologiquement, ça veut dire discours qui montre. Quelle différence en fait entre montrer et démontrer? Ben justement, c'est peut-être cette manière de se décrocher de l'image. Voilà. Alors, notez bien cette ambiguïté. Donc, s'il y a des questions, vous me dites, est-ce que la page 15 était la dernière page envoyée? Je vérifie. On ne va pas faire tout le livre, hein, je vous rassure. On va faire, par exemple, on va s'arrêter, je pense, au paragraphe 3 ou 4, hein, d'accord? Mais comme ça, voilà, ça vous fera un petit aperçu de ce que c'est qu'un livre de philo sur les maths. En gros. Alors, je reprends où est-ce que c'est donc, vous l'avez dans la partie questions cours. Voilà. Alors, page 14, on a fait. Page 15 aussi. C'est tout, en fait. Vous avez eu que jusqu'à la page 15, hein, c'est ça? 12, 15. La 15 a été donnée plusieurs fois. Je vais vous envoyer la suite. Alors, du coup, la suite, c'est la page 16. Je vous propose qu'on s'arrête juste 16-17. Normalement, ça devrait être bon. Et on verra si on a encore de l'appétit pour le paragraphe 4. Alors, là... Je vous envoie le paragraphe 4 également, donc ça veut dire page 16, 17. Possible de les mettre dans l'ordre, ça serait bien, mais on fait avec les moyens du bord. Donc ça veut dire, voilà, jusqu'à la page 20 en fait. Bon, on va essayer de faire ça, jusqu'à la page 20. Bien. Alors je réponds à votre question tout de suite après. Là, je vous envoie juste, les pages, d'accord? Donc page 20, donc ça va de la dernière à la première, on est d'accord, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, ça vous fait 6 pages. 4, 5, 6, ok. Donc, c'est la dernière qui est la première, donc c'est pour ça que ça trompe un peu. Je vous ai fait 2 fois la page 20, malheureusement. Alors, Blanchet critique le fait qu'Euclide mélange expérience et démonstration. Oui, c'est une critique, parce que, en tout cas, c'est une remarque qu'il fait, c'est-à-dire que c'est une sorte de critique, je pense qu'on peut le prendre comme ça. Il y a l'idée que la démonstration doit être une démonstration pure et que finalement, elle doit être contraire à son étymologie. Elle ne doit rien montrer. Ou alors, elle doit tout montrer sans image. Vous voyez ? Finalement, discours qui montre, mais justement, discours qui montre. Vous comprenez? Donc oui, je pense que vraiment, pour bien que vous compreniez le texte, il y a une critique implicite. Merci Alexandre, c'est magique. Est-ce que c'est dans l'ordre? C'est de la dernière à la première, on va dire que c'est dans l'ordre. Aurélie, on va lire votre question. Alors, je vais lire votre question. Et puis donc, tout de suite après, on repasse à l'analyse du texte. On fait de l'analyse de texte dans le cadre de ce qu'on peut vous demander pour le bac ou pour plus tard en prépa. C'est important de savoir analyser un texte. Montrer l'intersection de textes, de cercles. Il n'y a pas besoin d'image. Alors, je reprends le passage en question. Donc, il vous dit... il y a un problème ici. Construire un triangle équilatéral sur un segment de droite. Alors, on fait en même temps. Là. Donc, vous avez le segment AB. Un segment de droite donné AB. Alors, on décrit 2 cercles de rayon AB, l'un de A comme centre, vous voyez, l'autre de B. Et le point d'intersection M, dont la distance à A ou à B est celle du rayon AB, sera le 3e sommet cherché. Pour qui ne voit pas ou ne se représente pas mentalement la figure, la démonstration est déficiente. Comment sait-on que les 2 cercles se coupent? Justement, c'est ça. C'est pas qu'il y ait besoin d'images pour montrer l'intersection de 2 cercles, mais c'est que là, en l'occurrence, les 2 cercles se coupent. Parce que vous voyez, moi, par exemple, j'avais commencé à tracer des cercles qui se coupaient pas. C'est ça le truc, c'est que en fait, lui, il a en tête quelque chose de plus précis, qui rend l'image tout à fait nécessaire. Vous comprenez? L'existence du point M a été montrée et non démontrée. Bon. C'est toute la différence. J'espère avoir répondu à votre question. Dites-moi, hein. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, on repasse à la page 16. C'est parti. Donc, on a beaucoup discuté pour savoir si la considération des figures était essentielle à la spéculation géométrique. Donc, grande discussion, à savoir, l'image est-elle contingente ou nécessaire en géométrie? Notez bien cette question, hein. Ça me semble important comme question. Les démonstrations, donc vous voyez ce que dit Blanchet, en fait, c'est que là, l'image, elle n'était pas contingente, elle n'était pas un double de la démonstration, elle était nécessaire. Les démonstrations géométriques classiques sont prises comme modèle. Alors, il est vrai que l'intuition, contemplation et même construction doit intervenir. Elle était, on le sait, l'une des thèses dont Kant a fait la base de sa critique. Vous voyez, en fait, tout dépend de quel type de géométrie on a. Dans les géométries classiques,
l'intuition intervenait. D'accord ? Donc, il était, on le sait, l'une des thèses dont Kant a fait la base de sa critique, qu'on donne à un philosophe, disait-il, le concept triangle, il aura beau l'analyser, considérer les concepts plus élémentaires de la ligne droite, de l'angle, du nombre 3, jamais il n'y découvrira la propriété d'avoir la somme de ces angles égale à 2 droits. Vous voyez qu'on a finalement les mêmes exemples, Aristote en parle, aussi Kant, donc toujours par rapport à cette question de la somme des angles d'un triangle égale à 180 degrés. D'accord ? Donc finalement, c'est une manière de dire le philosophe qui voudrait raisonner sans intuition, il ne le pourrait pas. Il y a quelque chose d'intuitif. La grande phrase de Kant, je vous la donne, je vous l'avais déjà donnée, c'est un concept sans intuition est aveugle, une intuition sans concept est vide. Donc il faut les deux, il faut les concepts du philosophe et l'intuition à la fois du philosophe et du mathématicien, mais vous voyez, quand je vous dis les concepts du philosophe, parce que quand Kant nous dit, quand Blanchet cite Kant en disant « donne à un philosophe, disait-il, le concept du triangle », le philosophe qui manie des concepts. Vous comprenez, à la base, c'était ça. C'est une manière de dire, voilà, il y a des choses qui s'acquièrent par l'intuition. Donc vous voyez, ça devient limpide à nouveau. Que ce soit Einstein, que ce soit Poincaré ou que ce soit Kant, à chaque fois, on a l'idée de l'importance de l'intuition. L'intuition joue un rôle, et je vous répète la citation. Un concept sans intuition est aveugle, une intuition sans concept est vide. Donc l'intuition est l'œil du concept. C'est joli, hein, vous pouvez noter. L'intuition devient l'œil du concept. Voilà. Alors, donc, est-ce que j'en étais ? Qu'on donne à un philosophe, disait-il, ça c'est déjà fait, on soumette maintenant la question au géomètre, il construit un triangle, prolonge l'un des côtés, etc., et parvient au résultat par une chaîne de raisonnement constamment guidée par l'intuition. Vous voyez encore le rôle de l'intuition. Les thèses analogues, ça veut dire des thèses similaires, ont été reprises par Cournot, Goblet et sous une forme plus raffinée par les mathématiciens intuitionnistes contemporains. Donc il y a des mathématiciens intuitionnistes, c'est tout simple, ça veut dire qu'ils donnent, justement, qu'ils reconnaissent en fait la grande part jouée par l'intuition. Mais une autre conclusion est possible. Si l'on pense que l'appel à l'intuition est une faute dans une construction, donc c'était votre question, Noémie, et qui... D'ailleurs, Aurélie, vous ne m'avez pas répondu sur... en tout cas, c'est peut-être moi qui ne vois pas les réponses. J'ai répondu à votre question. Et Noémie, pour reprendre votre question, en fait, vous voyez que c'était la question. Et il en fait un débat ici. Il nous dit que je vous ai dit. J'ai pas répondu. Alors, vous pouvez reposer la question, du coup. Alors, on voit ça après, si vous voulez. Donc, en gros, je vous disais qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? Que, oui, vous vous demandiez en fait si ici c'était un aveu d'échec. Bon, vous voyez que la question est ici. Si l'on pense que l'appel à l'intuition est une faute dans une construction qu'on présente comme logique, alors on se proposera de corriger les méthodes classiques de démonstration. Donc en fait, là, vous pouvez noter la question, parce que la question, elle est là. L'appel à l'intuition est-il une faute dans le raisonnement ? Est-ce qu'on doit dire une démonstration n'emprunte rien à l'expérience, comme c'était supposé par Aristote, ou est-ce qu'au contraire, on doit dire comme Einstein qu'il y a une grande part d'intuition, donc intuitus, rappelez-vous, ça veut dire regarder, hein, c'est ce fameux œil de l'esprit qui est l'intuition. Donc regardez donc l'image. Vous disiez, Aurélie, il n'est pas nécessaire d'avoir une figure, une image, une représentation pour montrer l'intersection des deux cercles. C'est des questions. C'est-à-dire que là, on peut l'imaginer, c'est ça que vous vouliez dire ? Bien sûr. Si j'ai bien compris, c'est ça. Voilà. Ah non, sans l'imaginer, il n'est pas nécessaire d'avoir une figure, une image pour une représentation pour montrer l'intersection des deux cercles décrits. Bon, Blanchet, comment vous faites alors ? L'idée, c'était de dire soit vous le représentez mentalement, soit vous le tracez sur avec des équations. Ok, autre option, les équations. Oui, tout à fait. Oui, mais justement, là, ça consistait à dire qu'il n'y avait pas les équations qui correspondaient, donc que l'image, en fait, était nécessaire, puisqu'elle n'était pas un double d'équations. Là, les équations ne sont pas là précisément, mais vous posez une très bonne question. Vous faites une très bonne remarque. Alors, vous avez noté, donc, la question, c'est ça, c'est la place, on revient à des choses toutes simples, la place à réserver à l'intuition, et puis, en parallèle de ça, l'intuition, son statut, c'est ça qui va être intéressant, c'est est-ce que l'intuition est intellectuelle ou sensible ? Et là, on a le débat entre Descartes et Pascal. Et après, à vous de vous positionner. Alors, merci pour toutes ces questions, ça fait du bien. Donc, Blanchet suit le raisonnement d'Aristote, mais concède que d'autres modèles existent. Il ne se positionne pas vraiment, Blanchet, il réfléchit en fait. C'est-à-dire que dans un premier temps, on peut se dire, voilà, il va
il va critiquer un petit peu, tout comme l'avait fait Aristote, la présence de l'expérience au sein d'une démonstration. Il y a un consensus là-dedans. On veut que la démonstration, elle soit pure, c'est-à-dire uniquement conceptuelle et pas du tout en lien avec le sensible, l'expérience, etc. Donc oui, il y a une empreinte aristotélicienne, il y a cette idée qui reste très présente, mais qui est presque inconsciente que consciente, en fait. Hein. Enfin, c'est un mélange des deux. Bon, il suit le raisonnement d'Aristote à ce sujet, d'accord ? C'est-à-dire, il nous montre que la démonstration doit être pure, sans appel à l'expérience et à la sensibilité, mais il concède que d'autres modèles existent. Ben, il va réfléchir autour de ça, et oui, peut-être on peut le prendre comme une sorte de concession. D'accord avec vous, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quand même deux moments dans le... Et donc, c'est comme si... vous savez, on a redit hier, et donc à nouveau pour ceux qui ont vu l'émission dont j'avais parlé, la pensée est un dialogue intérieur et muet de l'âme avec elle-même, ça a été souligné aussi. Et en fait, c'est pareil, on peut se dire que ce livre, c'est un dialogue intérieur et muet de l'âme avec elle-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une option qui apparaît. Il commence par montrer ce qui a été pensé jusqu'à présent, puis après il y a autre chose, et il va y avoir en effet, comme vous le dites, des concessions, c'est-à-dire une manière de reconnaître que l'intuition finalement a une part bien plus grande. Donc n'oubliez pas, la pensée est un cheminement, chemin. Heidegger disait, vous vous rappelez, chemin qui ne mène nulle part, ça, nous on se positionne pas, mais en tout cas il y a l'idée de cheminement, on chemine avec les idées, et donc on part du raisonnement d'Aristote, et puis on va concéder que d'autres modèles existent, tout à fait. Donc vous avez une question, Noémie, elle me montre surtout que vous suivez beaucoup. Enfin, je veux dire par là que vous avez compris, hein, ça montre ça. C'est Aristote dit, Aristote, bah oui, c'est Aristote qui a pensé que, vous répondre, enfin je sais pas si c'est ça votre question, mais c'est Aristote qui a pensé que la démonstration ne devait rien emprunter à l'expérience. Je vous répète la citation. Si, quand bien même vous arriveriez, c'est vraiment du conditionnel. Enfin, je comprends, ça bug parfois. Donc je répète, quand bien même vous arriveriez à voir, à percevoir directement qu'un triangle a ses trois angles égaux à 180 degrés, vous pouvez pas le percevoir. Vous pouvez juste le montrer si vous découpez chacun des sommets du triangle, par exemple, et que vous le mettez sur une ligne droite, et là on verra, voilà, en effet, ça fait 180 degrés. Mais Aristote nous dit, quand bien même, on ne sait pas trop comment, mais quand bien même on arriverait à percevoir ça directement, eh bien, la démonstration resterait toujours nécessaire. Sous-entendu, il y a d'un côté l'expérience, la perception, le sensible, etc., et de l'autre, la démonstration. Discours qui montre. D'un côté montré, de l'autre montré par le discours. Tout à fait autre chose, du coup, ce qui est conçu comme étant aux antipodes. Super, donc on peut continuer. Une autre conclusion est possible. Si l'on pense que l'appel à l'intuition est une faute dans une construction qu'on présente comme logique, c'est le cas d'Aristote, Blanchet il ne se positionne pas vraiment, il étudie il réfléchit aux différentes façons. Alors on se proposera de corriger les méthodes classiques de démonstration pour substituer à l'intuition son équivalent intellectuel. C'est-à-dire qu'on va faire l'effort de remplacer l'intuition par le concept. D'accord ? Donc, on se proposera de corriger les méthodes classiques, les méthodes qui précèdent l'axiomatique, les méthodes classiques de démonstration pour substituer à l'intuition son équivalent intellectuel. Ce qui est sous-entendu ici, c'est que l'intuition, elle est sensible. Mais rappelez-vous, là pour le coup, Blanchet, il ne questionne pas ça. Il ne le remet pas dans le cadre d'un débat. Et c'est pour ça, notre rôle, c'est de le remettre dans le cadre d'un débat. L'intuition peut aussi peut-être avoir une tonalité, un accent intellectuel. C'est le cas chez Descartes. Hein. Tout se passe comme si là, il utilisait le mot intuition dans son acception pascalienne, c'est-à-dire dans son acception sensible. Vous avez compris ? Parce que sinon, ça n'aurait pas de sens de dire de parler d'un équivalent intellectuel, hein, vous comprenez bien. Il le faut bien d'ailleurs avec les nouvelles géométries. Donc, je répète, si l'on pense que l'appel à l'intuition est une faute dans une construction qu'on présente comme logique, alors on se proposera de corriger les méthodes classiques de démonstration pour substituer à l'intuition son équivalent intellectuel. Il le faut bien d'ailleurs avec les nouvelles géométries. Les espaces ne se laissent plus guère représenter dans l'intuition. Voilà, donc là en fait, évidemment, ce qui est intéressant avec l'axiomatique, c'est que finalement ça devient uniquement intellectuel. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement c'est un jeu, mais purement intellectuel, parce que comment vous allez pouvoir représenter un triangle dont la somme des angles est inférieure à 180 degrés ? C'est pas possible. En tout cas, ou alors par des efforts d'abstraction, mais vous voyez que du coup, c'est effectivement ce qui va se passer avec les nouvelles géométries. Non seulement on peut faire l'effort de le faire dans les anciennes géométries, mais on est obligé de le faire avec les nouvelles géométries parce qu'il n'y a plus de place pour l'intuition, pour la représentation spatiale.
D'accord? Bon, alors voilà. Donc, quand on doit plus de place pour alors plus de place pour l'imagination, je sais pas. Peut-être qu'au contraire, ça va beaucoup stimuler l'imagination. On va essayer de trouver de nouvelles images, mais en même temps, voilà, nos images seront toujours défaillantes. C'est à la fois une invitation à imaginer autrement et puis un au-delà de l'imagination. Quand on doit recourir aux figures, c'est évidemment parce qu'elles disent aux yeux des choses le texte qui s'adresse à la seule intelligence entend. D'accord? Donc, vous comprenez qu'ici, il revient sur l'idée de la figure qui doublerait l'intelligence, quand on doit recourir aux figures. Évidemment, parce qu'elles disent aux yeux des choses que le texte qui s'adresse sous-entend. Elles disent aux yeux, hein, elles nous disent des choses que le texte qui s'adresse à la seule intelligence sous-entend. Donc, c'est l'intuition prise, encore une fois, en sens étymologique de regarder, intuitus, qu'elles vont dire à nos yeux des choses que le texte qui s'adresse uniquement à notre esprit sous-entend. Donc à nouveau, l'idée, le débat autour du double. L'image double-t-elle le construit intellectuellement par démonstration? Peut-être. En tout cas, dans un cas, c'est sous-entendu et dans l'autre, c'est explicite. Et à partir de justement de cette idée de sous-entendu et d'explicite, est-ce qu'on doit reconnaître que l'image est contingente ou nécessaire? Est-ce qu'elle est un double de ce qui est sous-entendu ou est-ce qu'elle est vraiment nécessaire justement parce que ça n'était sous-entendu que sous-entendu? C'était que sous-entendu. Dis-moi hein, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, la force de l'intuition est telle, donc c'est pour ça qu'elle est peut-être nécessaire, même si elle double d'une certaine manière quelque chose qui est déjà sous-entendu, elle a quand même une puissance, une force. Donc la force de l'intuition est telle qu'on ne remarque même pas leur absence. Hein? Donc je répète, quand on doit recourir aux figures, c'est évidemment parce qu'elles disent aux yeux chose que le texte qui s'adresse à la seule intelligence sous-entend. La force de l'intuition est telle qu'on ne remarque même pas leur absence. On ne remarque même pas l'absence d'images dans le sens où on va les construire mentalement. Okay? Par exemple, il n'y a guère qu'un siècle qu'on s'est aperçu que nulle part Euclide n'a énoncé la proposition suivante, qui ne manque pas cependant d'utiliser. Une droite à 2 points dans un plan, elle y est tout entière contenue. Qu'on l'imagine, vous voyez. Dans les exposés je répète, il n'y a guère qu'un siècle qu'on s'est aperçu que nulle part Euclide n'a énoncé la proposition suivante, ne manque pas cependant d'utiliser. Une droite à 2 points dans un plan, elle y est tout entière contenue. Donc non seulement on n'aurait pas l'image, mais on n'aurait pas non plus l'énonciation explicite. Les exposés classiques de géométrie, une analyse attentive. Donc exposé classique, ça veut toujours dire, si vous voulez, là, pour bien comprendre ce qu'il écrit, il y a une présentation traditionnelle de la géométrie qui est la géométrie euclidienne. Quand il dit exposé classique, ça renvoie toujours à ça. Quand il nous parle de quelque chose qui est en dehors de la tradition, c'est justement l'axiomatique. Les exposés classiques de géométrie, une analyse attentive décèle ainsi un grand nombre de propositions implicites. Donc implicite veut dire intuition. Vous comprenez, tout ce qui est explicite, c'est finalement la démonstration, et l'implicite renverrait à l'intuition. Notre propre capacité d'imaginer, d'accord? D'imaginer en dehors par-delà la présence des images. Donc, d'abord, des propositions d'existence. La possibilité de la construire dans l'intuition prouve assurément que la notion dont on traite n'enveloppe pas de contradiction. Voilà, c'est possible à faire, c'est exempt de contradiction, cohérent. C'est là une preuve de fait, non une justification rationnelle. C'est-à-dire qu'on n'en a pas encore fait la démonstration. C'est puisqu'on est capable de se le représenter mentalement, ça veut donc dire que ça existe. Ensuite, des propositions se rapportant à la congruence, qui sont impliquées dans diverses opérations auxquelles se livre mentalement le géomètre. Par exemple, retourner une figure pour la faire coïncider avec sa propre trace. Les éléments n'énoncent expressément qu'une seule proposition de cette nature, range d'ailleurs parmi les axiomes. Mentionnons encore les propositions qui énoncent des propriétés topologiques, donc relatives au lieu, c'est-à-dire concernant l'ordre et la continuité, relative à cette continuité spatiale, indépendamment de toute considération d'angle et de métrique. Ces propriétés, Euclide et ses successeurs jusqu'au siècle dernier les ont passées régulièrement sous silence, en les utilisant à chaque pas, parce que la vue de la figure les suggérait suffisamment. Alors là, ça reprend la question tout à l'heure posée par Noémie, c'est-à-dire que est-ce que le fait que ça a été passé sous silence, est-ce que ça doit être considéré comme quelque chose qu'il faut critiquer? D'accord. Bon, je crois pas que la réponse soit facile ici, pas forcément. D'accord. Voilà. Alors, il y a un mot ici qui fait référence, ce qu'on appelle les nombres congrus. Ce sont 2 nombres entiers qui sont congrus
Si je vous lis la définition qui se rattache à ça, on dira congru modulo n si leur différence est un multiple de n. Et n, en fait, c'est un nombre entier. D'accord ? Donc, en fait, c'est lié à ce vous avez certainement fait ça en option mathématique. Je crois que c'est le programme de terminale en option mathématique. La division euclidienne par n. Donc, n, c'est un nombre entier. Donc, deux nombres entiers sont congrus modulo n s'ils ont le même reste dans leur division euclidienne par n. D'accord ? Jeanne, c'est quoi ça, Noureddine? Je ne connais pas. Je vous répète, hein, c'est du programme de... C'est quoi les éléments dont il parle? C'est toujours pareil, c'est les éléments de géométrie. Toujours la même chose. Hein. Bon. Donc, je répète, deux nombres entiers sont congrus modulo n s'ils ont le même reste dans leur division euclidienne par n. Okay. Alors, Ramanujan, c'est autre chose, d'accord, parce que je connais. Donc, en fait, un mathématicien indien, apparemment, mais rien à voir, ouais. Alors, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, vous m'avez posé une question, donc j'ai répondu à ça. Les éléments, donc j'ai répondu, c'est les éléments de géométrie. Alors, donc je voulais vous parler de la congruence. Oui, j'étais en train de vous parler, est-ce que ça, c'est conçu comme une critique ou pas? Le fait qu'il y ait des choses qui ont été passées sous silence, ben, là, il y a un vrai débat, parce que soit on se dit, mais c'est obligatoire de passer des choses sous silence, c'est l'argument utilisé par Sextus Empiricus. Si on devait tout définir, finalement, on n'avancerait pas, en fait. Ce qui fait l'efficacité des mathématiques, c'est vraiment de cibler ce qu'elle doit démontrer et ce qui, au contraire, est saisi par intuition. Je pense qu'en fait, là, on est sur une bonne piste quand on dit ça. Mais si vous voulez, c'est une manière de dire trop de rigueur tue la rigueur. Tue la rigueur, pardon. C'est-à-dire que si vous avez un souci de rigueur poussé à l'extrême, ça finit par ne plus du tout être efficace. Vous vous rappelez, quand il avait un souci de moralité poussée à l'extrême, ça finit par devenir immoral. Quand on nous dit, mais voilà, tu ne dois pas mentir, y compris si un dangereux criminel frappe à ta porte et te demande où est l'ami que tu es en train d'héberger. Bon, enfin voilà, vous voyez bien que là, on définirait autrement les choses aujourd'hui. On dirait, alors Kant, ça date du XVIIIe siècle, hein, mais on dirait que c'est se porter complice d'un crime. Enfin, vous voyez. Donc parfois, les sommets de la moralité aboutissent à quelque chose d'immoral, et de la même manière, les sommets de la rigueur peuvent aboutir à quelque chose qui n'est pas efficace, et donc qui n'est pas très rigoureux. D'accord, merci. Ramanujan avait travaillé sur certaines congruences. Je l'ignorais. Les TS2 vont devoir partir. Oh mince. Eh bien, écoutez, vous savez ce qu'on fait? Vous écoutez la suite grâce à Alexandre, d'accord? Donc, vous fassiez ça, vous devez aller en physique. Ok, ben on s'arrange. Ce qu'on a conclu là, contactez-moi sur Discord, c'est plus pratique. Et oui, d'accord, Noémie, je vois à quoi vous faites référence. Je vais vous répondre, mais j'ai pas eu le temps là. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, qu'est-ce qu'on a choisi comme horaire? Ça vous va, midi 13h30? C'est pas mal, non? Je vous propose mardi prochain, midi 13h30. Sinon, ça peut être le soir, si vous préférez. Voilà, hein, on fait ça, on garde midi 13h30. Bon, moi, c'est très bien. Cours de maths? Bon, et bah écoutez, on fait le soir, je sais pas, 17h, c'est bon? Ou 16h, 15h, enfin, quand vous voulez, moi, je me mets à votre disposition. Faites-moi des propositions, et surtout, enfin, qui incluent tous ceux qui ne peuvent pas... qui inclut la présence d'autres cours. Est-ce que, à partir de quand c'est OK pour tout le monde? Par exemple, si on dit 1h30, 16h30, c'est bon? Et 15h, ça irait ou pas? Est-ce que 15h, ça serait bon? C'est bon pour tout le monde, 15h? Dans ce cas, on se dit, bah voilà, bah c'est bon, on a trouvé. Vous avez physique, allemand? Oh. Mais en même temps, alors Timothée, je suis obligée de privilégier mes élèves. Dire, vous êtes tous mes élèves, mais les élèves que j'ai au lycée. 16h30, vous avez un cours, et ben... Bonjour Éclantine. Donc 16h30 c'est bon? Est-ce que 16h30 ça irait pour tout le monde? Et ben voilà, on se met 16h30, donc on est d'accord, ça veut dire. Ce qu'on avait dit, on avait dit 9h45, 11h15 le lundi pour respecter le cours qui a lieu à 11h20 avec Madame Boé. Et puis on se dit donc 16h30 le mardi. Ah, c'est parfait. Comme ça, parce qu'en fait, bon, pourquoi j'ai pas gardé les horaires habituels? C'est parce que j'ai pris en charge les élèves de Monsieur Beauchard qui n'avaient pas eu de professeur. Et donc pour ça, ben, on fait des compromis. Voilà, donc je répète les nouveaux horaires, 9h45, 11h15 le lundi et 16h30 le mardi. Parfait. Alors, on va continuer. Donc j'invite les élèves qui ont dû partir à écouter. Merci beaucoup, merci à vous. Merci pour votre attention. Donc, je vous invite à écouter l'enregistrement, d'accord? La suite est importante.
Bon, et puis donc je vous retrouve donc pour ceux qui viennent de partir, on se retrouvera lundi. Alors, nous continuons. Donc, topologique veut dire, vous ne pourrez pas mardi. Vous êtes dispo à quelle heure, Aurélie, le mardi? Vous pouvez à, je sais pas, 17h par exemple? Espagnol, jusqu'à quelle heure, espagnol? Ah oui, bon, bah, écoutez, on aura une autre plume et puis vous écouterez le cours, enfin, si ça va comme ça. Grave? Bon. Ok. Alors, on verra, je vais essayer de réfléchir. Pour l'instant, on a gardé 16h30. Si vous avez de meilleures propositions, on les prend. Donc, topos, j'ai dit, c'était relatif au lieu. On reprend l'analyse. Donc oui, je vous rappelle la question, passer sous silence, est-ce que c'est un défaut, un manque de rigueur ou bien au contraire une nécessité? Sous-entendu, c'est toujours une réflexion sur l'intuition parce que passer sous silence veut dire accepter des choses liées à l'intuition. Super Benoît, vous êtes notre deuxième plume. Génial. Ben si, bien sûr que si, qu'on veut que vous soyez la plume. Ok, alors, d'accord. Donc il est clair qu'une méthode rigoureuse, donc je répète, propriété et ses successeurs jusqu'au siècle dernier les ont passés sous silence, tout en les utilisant à chaque pas, parce que la vue de la figure les suggérait suffisamment. D'accord ? C'était un peu contradictoire. À la fois, c'était passé sous silence, et en même temps, c'était suggéré par la figure. Il est clair qu'une méthode rigoureuse ne peut se permettre ce recours permanent à l'intuition. Vous voyez là, voilà, on a enfin notre réponse. On répond à la question némique tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait un débat autour de est-ce que cet appel à l'intuition est possible ou pas, mais là, en tout cas, va dire ici Blanchet, c'est que lorsque c'est trop présent, c'est un problème. Donc, le recours permanent à l'intuition est un peu problématique. Elle exige que toutes les propriétés, donc il est clair qu'une méthode rigoureuse ne peut se permettre ce recours permanent à l'intuition, cette méthode rigoureuse exige que toutes les propriétés supposées soient énoncées sous la forme explicite de propositions. Celles qu'on démontrera seront affirmées comme théorème, les autres iront grossir le nombre des postulats. Vous avez compris? Quand c'est démontré, ça s'appelle un théorème, puis sinon c'est un postulat. Super, alors ce qu'on va faire, c'est que je vous laisse faire la suite tout seul. Je vais envoyer des pages là, demander à Alexandre donc déjà, pour lundi prochain, ce que je vais vous demander, c'est d'avoir lu les pages 17 à 20, ça va, hein. Et on va en rajouter pour ceux qui voudraient aller plus loin. En fait, non, pour tout le monde parce que le chapitre 2 finit à la page 27. Donc moi, je vais vous envoyer les pages 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Même 28, voilà. Alors, donc, je vous demande pour lundi prochain de lire ça. C'est pour... on finit le cours par une lecture perso. Voilà, le but, vous serez dans le supérieur l'année prochaine. Bah voilà, c'est pour... vous serez de plus en plus autonome. Le jeudi, Aurélie, c'est pas top. Moi, je préfère vraiment, j'ai une nette préférence. Quand vous voulez, lundi, mardi, j'aime bien que ce soit en début de semaine. Le petit rituel, enfin, je préfère que ce soit lundi, mardi. Et puis en plus, vous voyez, il y en a qui ont maths. Quand vous voulez essayez de vous mettre d'accord sur les horaires. Sinon, je vous répète une chose. C'est vrai que bon, c'est pas pareil parce qu'on peut interagir, mais enfin, on peut pas interagir. Et en fait, vous pouvez réécouter le cours. Je vous invite à le faire. D'ailleurs, pour l'instant, on a gardé 9h45, 11h15 et j'avais dit quoi 16h30, 18h mardi. On peut faire 18h, 19h30 le mardi, hein, si vous préférez, ou 17h30, 19h. Enfin, dites-moi. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Donc, tout ça, c'est fini. Bah écoutez, on a fini le cours sur la démonstration, presque. Que la dernière étape, c'est vous. Vous vous retrouvez tout seul, et je vous ai dit plus tard, c'est un bon exercice pour la suite. C'est-à-dire que là, voilà, je vous demande, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lundi, entre-temps, dès qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous... Autonome, ça ne veut pas dire complètement seul. Enfin, vous n'êtes pas abandonné, en gros. Vous êtes seul, mais pas abandonné. C'est-à-dire que si vous avez des questions, écrivez sur Discord et je vous répondrai plus vite. D'accord ? Et ces questions, vous pouvez aussi les écrire sur un petit carnet ou un petit bout de papier et vous me les donnez lundi. Okay ? Bon, alors, écoutez, je suis bien contente parce que j'ai l'impression, en tout cas, par rapport aux questions que j'ai lues, ça me montre que vous avez bien compris. Parce que c'est pas évident, hein, c'est pas forcément facile. Donc, c'est super. Alors, on a terminé ce cours sur la démonstration, qui contenait en fait 3 parties, mais implicites. Donc, la première partie, c'était une sorte de grande introduction avec les concepts essentiels et le retour à Aristote, etc. Ensuite, on a déjà fait 3 parties, pardon. La deuxième partie, c'était un texte choisi
donc parmi ça est vraiment détaillé, et puis après une lecture suivie. Ça revient un peu au même, enfin la deuxième et troisième partie peuvent fusionner, et puis la quatrième partie, c'est votre travail solitaire. Voilà, donc je vous laisse découvrir ça tout seul dans vos lectures, je ne sais pas si vous lisez le matin, le soir, moi j'aime bien lire le soir, donc faites comme vous voulez. Ah, c'est la suite. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, écoutez, il nous reste 20 minutes. Je vous avais dit que je pensais pouvoir avoir un petit peu de temps, en effet, pour démarrer donc l'avant-dernière notion et la notion sur le vivant. D'accord. Il nous reste le vivant et la matière et l'esprit. Je vous dis une chose que j'ai dite hier. Donc, déjà, le programme, on l'aura évidemment fini avant le 18 mai. Et donc, aujourd'hui, vous savez que le gouvernement est censé se faire rendre sa copie par rapport à la reprise à l'école, etc. Mais moi, je continue comme ça jusqu'à la fin de l'année. Je trouve qu'il faut être prudent avec ça et voilà. Donc, en gros, on fera un travail pour, comme on aura fini le programme, on fera un travail plus en vue de... Parce que, ben voilà, c'est ça la question. J'avais déjà répondu un petit peu, on m'avait posé la question, j'avais répondu pendant le stage. Ce qu'on va faire après, c'est revoir les méthodes, s'entraîner avec les dissertes, les explications de texte, des jeux. On va, jusqu'à la fin de l'année, voilà, je vous demanderai de réapprendre ce qu'on a fait, des citations. On va se faire des... On verra ce que c'est la fin de l'année, on sera là tant que ce sera nécessaire. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vous demanderai d'avoir un petit carnet. Vous le constituez, pas besoin d'aller l'acheter. Vous prenez des feuilles, vous faites votre petit carnet, on a le temps, avec le confinement, on a un peu plus de temps. Et puis comme ça, on se met des citations, et donc toutes les citations préférées, toutes les citations qu'on a vues depuis le début de l'année, voilà. Jusqu'au 4 juillet, en fait, je vous proposerai des activités. C'est-à-dire, voilà, l'activité petit carnet, l'activité concours d'éloquence, pour ceux qui voudront se livrer à l'exercice. Je force personne, c'est juste par rapport, je me dis, voilà, en philo, c'est un peu particulier parce que, vous le savez, on vous a que en terminale. Donc, c'est cette année de jonction où le but, c'est aussi de vous mener vers le supérieur. Donc, l'idée aussi, c'est ça, les concours d'éloquence, ça va dans ce sens-là. Oui, on retourne en enfance aussi, voilà, mais ça, c'est essentiel. Vous savez bien, Nietzsche dit l'enfance, c'est ce qui vient en dernier. Donc, voilà, la boucle est bouclée. Qu'est-ce qu'on fera encore? Oui, donc dans les ateliers, des quiz sur chaque notion. Par exemple, je vous demanderai de prendre un cours et puis je vous bombarderai de questions et ce sera celui qui répond le plus vite. Donc, on va s'amuser comme ça. Qu'est-ce qu'on pourra faire encore? Oui, pour ceux qui veulent faire des prépas, là, je peux vous guider aussi. Le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Elle est hyper d'actualité, Raphaël, à tel point que ça me fait beaucoup rire. Oui, vous vous rendez compte, c'est l'occasion d'apprendre la phrase de Pascal et de changer la donne, de dire tout le bonheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de savoir demeurer en repos dans une chambre. Important, en effet. Ok, ah oui, on peut faire le jeu de citation. Par exemple, je vous donne une citation et c'est à celui qui écrit le plus vite de qui elle est. Et chacun joue, je ne suis pas la seule à vous donner les citations. Donc, il faudra voir comment on l'organise, mais ça peut être des choses comme ça, vous voyez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura bouclé le programme, on fait quelque chose d'un peu plus ludique, plus en lien avec le jeu, mais toujours autour de la philo. C'est l'idée du gai savoir, vous voyez, c'est l'idée d'apprendre en s'amusant. Et voilà. Et puis, on peut aussi apprendre en s'amusant, et on peut aussi faire un atelier, ça me semblerait bien, c'est le principe des ateliers, il y en a plusieurs. Ça me semblerait bien aussi de partir de vos questionnements, de quelque chose qui vous pose problème, que vous avez envie de résoudre, qui représente une grande interrogation. Voir dans quelle mesure la philosophie peut vraiment vous aider, vous soigner. Donc, c'est pas rien à voir avec une consultation psychologique, évidemment, c'est pas ça. C'est vraiment dans quelle mesure les textes écrits par les grands philosophes peuvent avoir des réponses ici aux problèmes en question. Donc pour ça suppose de préparer ça, de voir, je sais pas, ça peut être des questions comme, voilà, moi je voudrais qu'on réfléchisse à la dépendance, je voudrais qu'on réfléchisse au rapport à l'autre, avec des questions par exemple plus précises, enfin bon, ça peut être plein de choses. Bien, alors, on reprend. Donc maintenant, il nous reste le cours sur le vivant. Je vais vous expliquer comment on va le traiter. Donc l'avant-dernière notion, et après, il restera donc matière et esprit. Alors le vivant, plus en lien évidemment avec la biologie. Donc on va le traiter en parlant de Darwin, en revenant sur la théorie de l'évolution, ce que vous en savez, et dans quelle mesure elle
peut effectivement, peut-être sur certains points, être critiquée. Quand on a fait la philosophie, bon, des choses comme ça. Quand on dit les philosophes, ah ben voilà, les lycées resteront fermés jusqu'en juin. J'étais sûre. Moi, franchement, je le sentais vraiment pas, ce truc. Hein, donc, bon, bah, j'en étais sûre. C'était dangereux, en fait. Vous imaginez bien faire cours avec des masques, non mais ridicule. Hein, bon. Et ben merci beaucoup pour cette info, Alexandre, parce que je le sentais pas. En fait. Je sais pas si vous le sentiez, mais vraiment c'est bizarre. Surtout que franchement, le système de Discord, ça permet d'aider les autres classes en même temps qu'ils le souhaitent. Enfin, moi, je vois plein d'avantages à ça. Des inconvénients certes, mais aussi des avantages. Alors, bon bah voilà. Et puis ils nous disent jusqu'en juin, mais ça devient relou. Enfin, vous dites ça, mais c'est-à-dire que jusqu'en juin, ouais, ils vont nous faire travailler en août, c'est ça. Et en fait, ce qui est relou, de rester enfermé chez soi, ça sauve des vies. C'est ça qu'il faut voir. Le sage, rappelez-vous, le sage, il est libre partout. Il se sent jamais emprisonné. Socrate en prison reste un homme libre. Donc là, notre bien. On va être déconfiné ensuite, ça sera mieux. Bah, bien sûr, vous aurez le droit de sortir, mais bien sûr, mais dans des... Ça ne veut pas dire rester confiné chez soi, bien sûr. Bon, voilà, c'est pas pareil. Les conditions du lycée, c'était vraiment des conditions dangereuses, quoi. Moi, je trouvais ça. Hein. Bon, bah écoutez, c'est une très bonne nouvelle, ça fait du bien. Moi, en tout cas, je le vis comme ça. Alors, donc, je disais, on va parler de Darwin. Donc, vous, replongez-vous là-dedans, vos cours de bio, l'évolution, qu'est-ce que vous en pensez, etc. On va parler de ça. On va surtout parler de Jean-Claude Amezen, La sculpture du vivant. C'est un livre, c'est l'un de mes livres préférés. Un livre qui a obtenu le prix Jean Rostand-Mur AESF 2000, le prix Biguet de l'Académie française. C'est un livre publié aux éditions du Seuil. Un livre génial. Donc, en plus, ça tombe super bien. Donc, vous faites ça en SVT. Notre prof de SVT, c'est Madame Mably, Bernaud, d'accord. Ben voilà, donc ça tombe très bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Moi, je vous enverrai des polycopiés, des dissertes intégralement rédigés. Donc ça, je l'enverrai à Alexandre qui vous le remettra après. C'est un peu long, donc je ne vais pas le faire maintenant. Et je vais vous envoyer plein de documents tout prêts, en fait. Et ça va permettre, le mieux pour moi d'aborder ça, c'est que vous plongiez d'abord, vous replongez vos cours de bio, etc. Et qu'on parte de vos questions. Par exemple, l'évolution, bricoleur ou ingénieur, vous voyez, c'est la question posée par François Cobb, enfin, des choses comme ça, vous voyez. Donc ça va vraiment être cette fois-ci, on change de domaine, on n'est plus une réflexion sur les mathématiques, mais dans une réflexion sur la biologie. La philosophie, voilà, c'est toujours cette possibilité du recul, réfléchir, prendre du recul. Voilà ce qu'on fera. Donc, on va démarrer tout de suite et on va démarrer par une introduction. Alors, déjà, ce qu'on peut... alors, n'hésitez pas, hein, on fait toujours l'interaction, même si on peut le faire que par écrit, c'est toujours ça. Moi, je vous intègre dès que je apparaît cette forme. Donc, c'est un dialogue. Moi, j'ai vraiment envie que ça soit sous la forme d'un dialogue. On parlait tout à l'heure de la pensée comme dialogue intérieur et muet de l'âme avec elle-même. Et un cours réussi, pour moi, c'est une longue conversation. Elle a sa structure interne, elle est effectivement structurée. Et c'est Nietzsche qui disait qu'un mariage réussi, c'était une longue conversation. Et je pense qu'on peut aussi le dire d'un cours réussi, une longue conversation. Alors, donc vous me coupez dès que vous voulez, si vous avez une remarque, voilà, et puis je l'intègre et on converse comme ça. Donc le vivant, effectivement, il est caractérisé par une immense diversité. Et on va classifier cette diversité. Ça a déjà fait, je vous l'avais dit, Aristote, il était fan des mathématiques, et aussi du monde vivant. Aristote avait lui-même fait une classification en disant que ce qui distinguait les plantes des animaux et des hommes, c'était que les plantes, elles avaient uniquement une âme végétative. Il était question de croissance, d'échange avec le milieu, de nutrition. Donc, il y avait une seule dimension pour l'âme d'un végétal. Les animaux avaient des émotions, il fallait greffer la sensation à la nutrition. Et puis l'homme, il va y avoir la faculté de se représenter le monde, de former une image du monde. Donc on a une âme tridimensionnelle qui est à la fois liée à la nutrition, parce qu'on ne peut pas ne pas manger, qui est liée aux affects et qui est liée à la réflexion. Donc, il appellera ça, Aristote, la dimension noétique, dimension spirituelle en fait. Mais ce que je vais vous demander de faire pour la semaine prochaine, je vais vous donner, c'est du travail sympathique, ça consiste à regarder une émission. Je vais vous demander de regarder un petit reportage qu'avait fait Arte qui s'appelle L'esprit des plantes. Facile à trouver, ça dure moins d'1 heure.
Alors du coup, pourquoi je vous parle de ça maintenant? C'est parce que c'est une remise en question de la théorie, de cette tripartition, puisque justement, ça va parler de la sensation chez les végétaux. Recherches très sérieuses, très poussées, qui ont été faites là-dessus. Et du coup, ça nous invite à nous dire, mais finalement, le végétal perçoit son environnement. Je vais vous donner un exemple. Il perçoit son environnement, il communique. Il y a quelque chose qui est très surprenant ici. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez certainement et en général, vous le voyez en effet en bio. Enfin, en général, à chaque fois, les élèves me disent «Ah oui, mais ça, on l'a vu», etc. Et vous le retrouverez dans le reportage. C'est un reportage génial. C'est une émission, enfin, je sais pas comment appeler ça, mais ce documentaire est vraiment passionnant. Je vous redonne la référence. Ça s'appelle L'esprit des plantes. Facile à trouver, ça dure un peu moins d'1 heure. Et vous avez plein de scientifiques. Axel Kahn va être mentionné, c'est un grand généticien. Vous avez plein de scientifiques qui s'expriment là-dessus et qui parlent de. Il y en a un qui est spécialiste des plantes carnivores, donc bon, il y a plein d'exemples. Et donc moi, ce dont je voulais vous parler, c'était un autre exemple où les choses étaient inversées, c'est-à-dire normalement c'est les animaux qui mangent des végétaux, mais parfois, vous voyez, il y a pas, c'est pas qu'il n'y ait pas de règles, mais parfois les règles s'inversent. Vous avez parfois des exemples du règne végétal qui a le dessus sur le règne animal. L'exemple que je vais vous donner, il est assez particulier parce que je ne sais pas si vous connaissez, ça se passe en Afrique, c'est des acacias. Des acacias qui vont être dévorés par des antilopes, qu'on appelle des koudous. Et ce que les scientifiques ne comprenaient pas, parce qu'ils sont allés faire des recherches là-bas, et ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est pourquoi il n'y avait que 1 ou 2 koudous, une ou deux antilopes. Il n'y avait aucun problème, aucune intoxication. En revanche, dès que une petite poignée de koudous apparaissait, genre 6, 7, 8, 9, 10, une dizaine. Ah là, vous connaissez Noureddin, exactement. Les acacias avaient développé un système de défense parce qu'ils se sentaient en fait agressés à partir du trop grand nombre de personnes, d'où la loi du tout ou rien en fait. Et à partir d'un certain moment, voilà l'agression démarrait, c'est-à-dire que les koudous allaient trop manger leurs feuilles qui allaient les menacer. Donc, ils avaient augmenté le taux de tanin dans les feuilles. Et c'est ce qu'ils ont trouvé dans les organismes des koudous, parce que comprenez pas, c'est qu'apparemment les antilopes mouraient en bonne santé. Enfin, en gros, bien quoi. Et en fait, un peu bizarre c'est comme Voltaire qui dit en somme, je meurs guéri. Vous savez, il a dit ça, il paraît le jour de sa mort. Bon, mais bon, les antilopes là, elles semblaient mourir en bonne santé. On comprenait pas. Enfin, et donc en fait, c'est ça, c'est que les acacias ont développé un système de défense. Et donc, il faut, enfin, franchement, si l'intelligence signifie l'adaptation à son milieu, et une réaction adaptée pour y répondre, pour se faire, pardon, bah là on peut que parler d'intelligence végétale parce qu'en fait, il se trouve que ce qu'il y a de plus fascinant dans l'histoire, enfin parmi les choses les plus fascinantes, c'est que non seulement l'acacia a une perception de son environnement et a une perception de ce qui peut l'agresser et réagit à cela, mais il se trouve que les scientifiques ont découvert que les acacias qui n'avaient pas du tout été mangés par les koudous et qui étaient plusieurs mètres plus loin, et eux aussi augmenter ce taux de tanin dans les feuilles. C'est-à-dire qu'il y a une communication qui se fait par l'intermédiaire d'un gaz, l'éthylène, un gaz extrêmement léger, et CH2CH2, je crois, formule chimique. Et en fait, vous voyez que bah là aussi, il y a une communication. L'intelligence, c'est aussi la capacité à communiquer. Donc, vous voyez, bon, le fait de dire, voilà, Aristote, il nous dit gentiment, voilà, les plantes ont une âme seulement végétative, un sens, âme unidimensionnelle, bah, vous voyez que ça semble bien plus complexe que ça. Et Darwin parlait de la théorie de la racine-cerveau. Pour lui, l'équivalent, si on devait faire une analogie, on pourrait dire le cerveau est à l'homme, ce que les racines sont à la plante. Donc, l'équivalent du cerveau pour un arbre, c'est la racine. Donc Darwin parlait de ça, de la théorie de la racine-cerveau. Et donc, vous voyez, ça nous invite à penser le règne végétal tout à fait autrement. Vous empêchez l'alternance du jour et de la nuit pour une plante, elle meurt. Comme si elle avait besoin justement de quelque chose qu'il faudrait aussi appeler le sommeil, le repos. Il y a des plantes qui sont sensibles au fait qu'on les touche. Il y a des plantes le Desmodium gyrans, c'est une plante qui danse, qui peut apprendre à vibrer avec une onde sonore. Si elle n'a jamais entendu de son ou de bruit dans son environnement, elle ne saura pas faire ça. Mais bon, donc vous voyez que je ne vous parle pas de science-fiction, hein, je vous parle vraiment de choses. Vous allez voir, hein, le reportage en question vous parle de tout ça. Pour la semaine prochaine, pareil, il faudrait arriver à regarder ça. Donc, je ne vous donne pas plus de choses à faire. Donc, vous
vous avez compris, Darwin, il était fasciné par le règne végétal. Il disait, voilà, on a de quoi être fasciné. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Dire que les organismes vivants... Alors, pouvez-vous mettre sur Pronote les choses à faire pour ne pas oublier? Je vais les mettre là, Nawid, d'accord? Donc, les choses à faire, je vous les écris ici. C'est lire jusqu'à la page 28 de l'axiomatique. Et puis ensuite, gentil, merci beaucoup. Vive la travail en commun. Et l'autre, c'était regarder le reportage, qui est génial, c'est pas du travail, ça. L'esprit des plantes. Accessible donc sur Internet, donc, sur Arte. Voilà. Il y a quelqu'un qui va parler du Darlingtonia. C'est une plante marrante, le Darlingtonia. Alors, c'est pareil, on parlait d'intelligence. Il y a une espèce d'intelligence végétale là-dedans. Darlingtonia, en fait, c'est une plante qui fait comme une grosse bulle avec des fausses fenêtres. C'est-à-dire que c'est tellement fin, ça fait un bulbe, quoi. La tige est verte, normale. Puis après, vous avez une sorte de chambre ou d'antichambre constituée de cellules extrêmement fines. Et du coup, ça fait comme si la lumière pouvait passer à l'intérieur. Pourquoi c'est intéressant? Je vous explique. C'est que, bon, vous savez bien que les insectes, ils viennent butiner la plante, etc. Sachez que c'est une plante carnivore, le Darlingtonia. Et en fait, bon, ben voilà, la guêpe, elle vient butiner, l'abeille, elle vient butiner à l'intérieur du Darlingtonia. En fait, quand elle va vouloir sortir, elle va être prise au piège parce qu'elle va taper contre les parois parce qu'elle croit que la lumière, c'est la sortie. Pour l'abeille, la lumière, ça veut dire la sortie. Donc, elle n'arrête pas de taper contre les parois puisque comme les cellules sont très très fines, c'est très lumineux. Elle a oublié en fait qu'elle était rentrée par le bas et que la sortie, en fait, c'est en bas. Et comme c'est pas lumineux, elle l'associe pas à la sortie. Du coup, elle va mourir de fatigue à force de cette cognée. Elle va se cogner, elle va finir par mourir. Et elle va être digérée après par le Darlingtonia. Donc, vous voyez, c'est fascinant tout ça, parce que montre bien que parfois le règne végétal peut avoir le dessus pour le règne animal. Donc, j'ai noté le travail, la page 28 de l'axiomatique et le reportage. C'était un petit extrait, je vous ai parlé ici. Toujours donc dans les... Alors, on va faire un petit jeu maintenant, en deuxième point de cette intro. J'ai parlé du reportage. Le reportage, c'est associé à l'intro, si vous laissez. On a parlé tout à l'heure d'intuition, d'image. Bon, bah là, c'est les images qui associent en fait à... je vous laisse jouer un petit jeu. J'aimerais qu'on liste ensemble, dans l'ordre où ça vous vient, hein, et comment dire, les caractéristiques du vivant. Par exemple, un être vivant, la phrase commencerait comme ça, un organisme vivant, c'est capable de, on va plutôt dire ça, un organisme vivant, jouant ce jeu-là, est capable de... Donc, il y a l'idée d'assimiler. Manger, c'est un processus d'assimilation, c'est-à-dire assimiler, rendre similaire. Respirer. Donc, tout ce que vous m'avez dit là, voilà, manger, respirer, il y a se reproduire, merci. Les échanges avec l'environnement. On avait parlé de reproduction, le but étant donc effectivement de perpétuer l'espèce et donc type de reproduction, on peut dire. Hein. Si on vous dit reproduction par parthénogenèse, c'est-à-dire quoi? Reproduction par parthénogenèse signifie reproduction par un C. Parthénogenèse, c'est le clonage. Donc, par exemple, les bactéries peuvent se reproduire par parthénogenèse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la bactérie fille, une bactérie se scinde en deux, par exemple. Donc, il y a le même matériel génétique. Que, précisément, parce que vous m'avez dit se reproduire, mais se reproduire, ça ne veut pas dire forcément la sexualité. Hein. Donc, la reproduction peut être sexuée. Dans ce cas, on a un brassage génétique. Donc, le vivant naît, se nourrit, se reproduit et meurt. Et comme le disait Heidegger, dès qu'un être vivant vient à la vie, il est assez vieux pour mourir. C'est-à-dire que ce qu'a montré aussi la biologie au XXe siècle, la mort faisait partie intégrante de la vie. Elle était comprise dans l'œuf. Chaque aussi ce qu'écrit Rilke, c'est une phrase un peu troublante, presque gênante, mais l'être vivant contient sa mort comme le fruit contient son noyau, quoi. Hein. Il fera cette comparaison. La phrase, c'est Rainer Maria Rilke qui écrit ça. L'être vivant contient sa mort comme le fruit son noyau. Alors, on en reparlera. Donc, je vois qu'il est... Moi, j'étais partie pour vous refaire à nouveau 1h30, là, mais en fait... Qu'est-ce qui se passe pour les lycées? Ça a été dit qu'ils seront fermés par un ministre. Ça sera confirmé plus tard, la blague. Aujourd'hui, c'est pas officiel. Comme d'habitude, en fait. On est habitué. C'est vrai qu'on prend les décisions avant qu'elles se passent.
Ça me fait rire, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que, voilà, on suit notre intuition, d'accord? En tout cas, moi, quand je suis mon intuition, je le sens comme ça. Très, très fortement. Alors, écoutez, il est 14h30. On a commencé à 13h, mais pile, à la seconde. Il est 14h30 pile, donc on est très précis. Écoutez, ravi d'avoir partagé ce moment avec vous. Non, c'est sincère. D'habitude, mais c'est agréable. Et puis, non, parce que, je vous dis ça parce il y a eu beaucoup d'interactions. Donc voilà, je suis pas dans ma folie solipsiste toute seule face à un ordinateur. Non, on était vraiment ensemble. Et donc, je vous dis donc à mardi 9h45, n'importe quoi, lundi 9h45. Mardi, a priori, c'est 16h30 si il n'y a pas de changement d'ici là. Voilà, bon après-midi, bonne journée à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Travaillez bien, vous avez du travail. Merci à tous, merci pour la collaboration, la participation collective. Bonne fin de semaine, au revoir Inès, au revoir Benoît, au revoir Raphaël, Noureddine, Aurélie, Alex, Alexandra, Alexandre.